Alors bienvenue à tous, aujourd'hui on va décortiquer une idée qui est, il faut le dire, aussi puissante que controversée. L'idée c'est celle-ci. Et si notre langage, l'outil même qui nous sert à penser, était en fait la cible d'une attaque, une attaque délibérée? C'est une thèse assez audacieuse et c'est ça qu'on va examiner ensemble. Bon, tout part d'un principe de base, assez simple en fait. Le langage, ce n'est pas juste un moyen de communiquer, c'est une brique fondamentale pour notre survie. Grâce à lui, on peut s'alerter d'un danger, se mettre d'accord sur un prix, ou même, plus simplement, se transmettre des savoirs essentiels comme, comment différencier les bons champignons des mauvais. Bref, c'est vraiment le ciment de nos sociétés. Et c'est là que ça devient intéressant, et disons-le, assez polémique. Imaginez que l'évolution de notre langue ne soit pas tout à fait naturelle. Imaginez qu'elle soit, en quelque sorte, sabotée, qu'on la rende volontairement moins précise, et ce dans un but bien politique. Alors pour bien saisir cette théorie, on va suivre le fil du raisonnement. On va commencer par le pouvoir des mots, un peu les bases. Ensuite, on verra comment des concepts clés comme la justice ou la liberté auraient été piratés, en quelque sorte. Et on terminera avec le champ de bataille le plus actuel, celui de l'identité. Le postulat de départ, il est assez direct en fait. La qualité de notre pensée, elle dépend directement de la qualité de notre langage. Quand les mots sont clairs, précis, tout le monde est d'accord sur leur sens, et ça permet un débat d'idées sain. C'est la base d'une société qui fonctionne bien. Donc on en arrive au cœur de l'hypothèse. L'idée qu'on rendrait volontairement flous certains concepts essentiels, et pas n'importe lesquels, surtout ceux qui touchent à la morale, à la justice. Et ce qui est frappant selon cette thèse, c'est que cette dégradation du langage semble aller de pair avec une montée en puissance du pouvoir de l'État. Et attention, cette guerre des mots, ce ne serait pas un phénomène récent. L'argument l'a fait remonter sur 2 siècles, ça aurait commencé à s'accélérer au 19e siècle, puis on serait passé à la vitesse supérieure au 20e pour arriver aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler la zone rouge. Le premier front de cette guerre sémantique, ce serait donc la justice. Et tout aurait démarré au 19e siècle avec l'apparition d'un tout nouveau concept, la fameuse justice sociale. C'est présenté ici comme le tout premier grand piratage de concepts. Alors, revenons aux bases. La justice, au sens classique du terme, elle s'intéresse à l'individu. Son rôle, c'est de régler les litiges, de juger les actes d'une personne en fonction de principes clairs. On évalue des actions, pas des situations. Avec la justice sociale, par contre, le curseur bouge complètement. On ne regarde plus les actions de chacun, mais on compare la situation des groupes. Souvent, d'ailleurs, sur une base matérielle, l'épaisseur du portefeuille, comme on dit. Et à partir de là, on exige une sorte de rééquilibrage. Et la conséquence de ce glissement, elle est énorme. En se concentrant non plus sur les actes, mais sur les résultats, la justice sociale finirait par créer une justification morale pour s'attaquer à la propriété privée. En gros, elle s'appuierait sur l'envie pour légitimer une redistribution forcée. Une redistribution que cette thèse n'hésite pas à qualifier de vol. Le même genre de piratage se serait produit avec le concept de droit. D'un côté, on a les droits négatifs. C'est simple, c'est le droit de ne pas être agressé, de ne pas être volé. Ça demande juste aux autres de ne rien faire, de s'abstenir. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle les droits positifs, comme le droit au logement. Et là, ce n'est plus juste une liberté, ça devient une créance sur les autres. Ça leur impose une obligation, celle de fournir ce logement. Allez, on avance dans le temps, on arrive au XXe siècle. L'argument ici, c'est que le socialisme aurait réussi à s'imposer en détournant des mots à forte charge morale, des mots positifs, pour justifier la contrainte. Un bon exemple, c'est la solidarité ou le partage. À la base, ce sont des vertus, des actes volontaires. Mais petit à petit, on les aurait redéfinis pour y inclure la contrainte de l'État. Le mot, lui, garde son aura positive, sa belle image, mais l'ingrédient essentiel, le consentement, a tout simplement disparu. Bon, là, on touche à un point particulièrement controversé de cette analyse. L'idée défendue, c'est que le nazisme et le fascisme seraient en fait des formes de socialisme. Alors pourquoi ? Parce que malgré leurs différences évidentes, ils auraient partagé un but commun, la planification de l'économie et le contrôle total par l'État. De ce point de vue, ils n'étaient pas les opposés du marxisme, mais plutôt des concurrents. Et la séparation très nette qu'on fait aujourd'hui serait en fait une construction politique d'après-guerre. Et même le mot liberté y serait passé, il aurait été complètement inversé. On serait passé d'une liberté, disons, authentique, c'est-à-dire le droit de profiter de ce qui est à soi, avec pour seule limite de ne pas nuire aux autres, à une liberté dégradée. Une liberté qui n'est plus que le petit espace d'action que les lois et les règlements veulent bien nous laisser. Et dans cette nouvelle logique, une conséquence naturelle de la liberté, comme le fait de s'enrichir, peut se retrouver qualifiée de manière négative, par exemple comme de l'exploitation. Et tout ça nous amène à aujourd'hui, à la phase la plus moderne de cette prétendue guerre sémantique. Là, le champ de bataille change encore. On quitte les concepts économiques pour s'attaquer à quelque chose d'encore plus fondamental. L'identité, la biologie, la réalité elle-même.
Ici, on nous décrit une sorte de recette en 4 étapes pour transformer l'identité en arme. Premièrement, on identifie un groupe. Deuxièmement, on le définit comme un groupe de victimes. Troisièmement, on invente un nouveau mot en isme ou en phobie pour nommer l'oppression qu'il subit. Et enfin, quatrièmement, on exige des lois spéciales, des réparations. Selon cette thèse, ce processus mènerait directement à la création de ce qu'on pourrait appeler des délits d'opinion, des crimes de la pensée. Et là, on arrive vraiment au point culminant de l'argumentation. La thèse est que les définitions mêmes des mots homme et femme seraient en train d'être changées. On glisserait d'une définition basée sur la biologie, les chromosomes, les organes, etc., à une définition basée sur une sensation, un genre intérieur qui serait complètement déconnecté du corps. Et pour illustrer ça, on convoque George Orwell et sa double pensée. L'idée, c'est de souligner ce qui est présenté comme une contradiction majeure. D'un côté, on dirait que la biologie n'a aucune importance, que seul le ressenti compte, mais de l'autre, c'est sur cette même biologie qu'on va s'appuyer pour des traitements médicaux. Eh bien, tenir ces deux idées opposées en même temps, ce serait ça, la double pensée dont parle Orwell. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? L'argument qu'on a déroulé, c'est celui d'une attaque méthodique, menée à travers le langage, contre les piliers mêmes de notre civilisation. En résumé, la thèse est qu'une liste impressionnante de concepts fondamentaux a été systématiquement détournée. On a parlé de la justice, des droits, de la liberté, de la propriété, de la solidarité, et on a fini avec les définitions mêmes de l'homme et de la femme. De ce point de vue, c'est une destruction progressive des outils de pensée qui serait nécessaire pour maintenir une société libre. Et tout ce parcours nous amène à une dernière question, une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Si les mots qu'on utilise forgent bel et bien la réalité dans laquelle on vit, alors qui devrait avoir le pouvoir de décider de leur sens? C'est une question qui, on le voit bien, va beaucoup plus loin qu'un simple débat de dictionnaire.